Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette analyse d'infographie, aujourd'hui consacrée à cette image que j'avais partagée il y a quelques temps sur Twitter et sur Instagram. Image qui est censée représenter, comme vous l'indique le titre, les hybridations qui ont eu lieu chez les êtres humains du Pléistocène. Donc toutes les hybridations depuis environ 1,2 million d'années, comme vous l'indique ici en bas l'échelle des temps géologiques. Donc c'est une infographie que j'avais partagée pour vous faire ressentir à quel point en fait l'histoire de ces hybridations était compliquée et qui s'est avéré être tellement compliquée qu'en réalité il y en a beaucoup qui m'ont répondu en disant que juste ils comprenaient pas ce qu'ils étaient en train de regarder. Donc aujourd'hui, on va expliquer tout ça. On va expliquer à quoi correspond en fait cette infographie. Donc vous avez dans cette infographie un arbre phylogénétique, une phylogénie des êtres humains, donc un arbre de parenté des êtres humains avec différentes branches, et surtout en bas vous avez, comme je le disais, l'échelle des temps géologiques depuis 1,2 million d'années jusqu'à aujourd'hui ici. Une des difficultés à lire cet arbre phylogénétique, c'est qu'en fait, il ne reste pas un arbre phylogénétique tout au long de la figure. Au début, c'est un arbre phylogénétique certes, mais une fois arrivé à 0 sur l'échelle des temps géologiques, ça devient une ligne bleue épaisse qui correspond pas à grand chose si on ne lit pas dans l'esprit de la personne qui a fait cette infographie. Donc cette ligne bleue solide, ça représente en fait les êtres humains modernes, tous les êtres humains modernes. Donc cette ligne bleue solide, en fait, il faut arriver à comprendre qu'on abandonne totalement l'image d'un arbre pour soudainement représenter tous les êtres humains modernes sous la forme en fait d'une espèce de grosse piscine génétique où la totalité de ce qui vient avant s'est déversé plus ou moins dedans. Bon, essentiellement, comme vous le voyez, de cette branche en bleu ici, qui correspond à nos ancêtres Homo sapiens d'Afrique et d'ailleurs, mais vous voyez qu'il y a d'autres éléments qui se sont déversés à l'intérieur, notamment ce qu'ils appellent les Denisoviens, etc., etc., et un petit peu de Néandertal dedans. Donc bref, c'est la première difficulté pour lire cette infographie, c'est que en fait, ça change. L'infographie change en fait de standard de présentation quand elle arrive à Homo sapiens moderne. Mais une fois qu'on a passé ça, on arrive à comprendre que tout le reste en fait c'est un arbre phylogénétique avec différentes branches. Alors on a les Denisoviens ici en mauve, on a ici en rouge ce qu'on appelait autrefois Homo heidelbergensis ou Homo antecessor, ce qu'on a essayé de changer pour Homo bodoensis. Donc bref, en rouge vous avez ici une lignée ancestrale qui correspond donc à Cima de los Huesos, qui correspond aussi d'ailleurs à Totavel, donc c'est les pré-néandertaliens, ce que j'appellerais là pour simplifier des pré-néandertaliens, parce que peu importe le nom d'espèce qu'on leur donne, ce sont des pré-néandertaliens. Et ici en bleu, vous avez Homo sapiens, normalement, plus ou moins, mais c'est plus compliqué que ça. Donc en bleu ici, vous avez Homo sapiens, puisque c'est cette lignée-là qui va donner cette partie de l'arbre ici, qui va se déverser et alimenter ici cette grande piscine bleue. Donc c'est Homo sapiens moderne, mais vous voyez qu'il y a plusieurs branches dans cet Homo sapiens moderne, c'est un peu le bazar, on va expliquer un peu ce qui se passe. Et ici vous avez la racine donc de toutes ces espèces du genre Homo, Denisova, pré-néandertalien, néandertalien et sapiens, qui s'appelle déjà Homo sapiens. C'est le deuxième niveau de difficulté pour comprendre cette infographie. C'est que vous avez ici à la base déjà un truc qui s'appelle Homo sapiens. Ça veut dire que si cette ligne-là c'est Homo sapiens, alors cet ancêtre commun là, le numéro 1, c'est l'ancêtre d'Homo sapiens, et ça veut dire que ses descendants, incluant Néandertal et Denisova, sont aussi des Homo sapiens. Donc en fait cet arbre phylogénétique, il adopte une nomenclature qui est assez peu commune chez les paléoanthropologues, enfin chez les paléontologues de manière générale, et qui est de donner à ces espèces un seul et unique nom d'espèce, et du coup, ce qu'on appellerait leur nom d'espèce devient leur nom de sous-espèce. Donc par exemple, Homo neanderthalensis devient Homo sapiens neanderthalensis, et Homo sapiens devient Homo sapiens sapiens. C'est plutôt une nomenclature de généticiens, parce qu'évidemment, les généticiens, pour eux, tout ça échange des gènes, les échanges de gènes étant représentés par ces trois lignes-ci, qui ressemblent un petit peu à des cascades ou à des toboggans. Donc tout ça, là, toutes ces espèces de cascades et toutes ces espèces de toboggans
ce sont des échanges de gènes, et comme vous voyez, il y en a dans tous les sens. Donc si ça fornique dans tous les sens et que ça fait quand même des bébés, pour des généticiens, pour des biologistes, c'est la même espèce. Pour les paléoanthropologues, et pour les paléontologues de manière générale, nous on regarde surtout l'anatomie. Et l'anatomie d'un Néandertal est extrêmement différente de celle d'un humain moderne. Donc pour nous, ce sont deux espèces différentes. Donc faut pas se laisser perturber par ça, quoi. C'est juste ça qu'il faut se dire en fait. Il faut juste pas se laisser perturber par ce changement de nomenclature. Ce n'est que de la nomenclature. Il n'y a pas de vérité essentielle derrière une nomenclature. Ça, il faut vraiment se le rentrer profondément dans la tête quand on fait de l'évolution. Quand on fait de l'évolution, les espèces changent en fonction du temps. Donc en fait, la notion d'espèce n'a pas de sens en évolution. L'évolution rend la notion d'espèce, donc l'essentialisme qui nous fait diviser comme ça les choses en différentes espèces, tout ça disparaît avec l'évolution dès qu'on y inclut l'unité de temps. Donc faut pas se laisser perturber par cette nomenclature. Cette nomenclature est faite par des scientifiques pour leur propre utilisation. C'est tout. C'est juste un truc qu'on utilise parce que c'est pratique, la notion d'espèce. Donc moi, pour le reste de cette vidéo, je vais parler d'Homo neanderthalensis, je vais parler de Homo longi, ou de Denisovien, pour Denisova, puisque a priori, Homo longi, l'homme dragon, et Denisova seraient une seule et unique chose. Je vous renvoie vers la vidéo que j'avais fait sur ce sujet, dans la description ici. Et pour Homo sapiens, je vais parler d'Homo sapiens et pas de Homo sapiens sapiens. Voilà. Que sapiens soit 2 fois sapiens ou 1 fois sapiens n'a aucune importance du point de vue biologique. C'est purement et simplement des conventions d'écriture. C'est tout. Fin. Donc ça, c'était la deuxième difficulté. La troisième difficulté à lire ce diagramme, c'est qu'on ne sait pas trop pourquoi il y a une branche d'arbre ici qui se promène, qui est toute seule et qui envoie ses gènes à tout le monde sans trop leur demander leur avis. Qui c'est cette branche d'arbre? On ne sait pas. Elle s'appelle super archaïque. Donc ça pourrait être Homo erectus, Homo habilis ou même Homo rhodesiensis ou n'importe quoi d'autre. On ne sait pas ce que c'est que cette branche archaïque. Et en réalité, vous voyez qu'il y a un S entre parenthèses. Ça veut dire qu'on ne sait même pas s'il s'agit d'une seule et unique lignée. Donc en fait, on n'a représenté qu'une seule branche à des fins de simplicité dans cet arbre, mais la vérité, c'est qu'il y a même probablement plus d'une branche de lignée super archaïque. Et on en découvre tous les 15 jours des branches super archaïques. Donc la vérité, c'est que cette infographie est probablement périmée de ce point de vue-là déjà. C'est que des branches super archaïques qui nous ont refilé des gènes, on en a retrouvé plein et on en retrouve tous les 15 jours des nouvelles. De même que d'ailleurs des échanges entre Homo sapiens et Néandertal. Il y a des échanges génétiques qui ont eu lieu entre sapiens et Néandertal. Et pareil, tous les 15 jours, vous avez un nouvel article dans Nature qui en découvre des nouveaux. Donc là, vous avez une version simplifiée qui est, ma foi, qui fait le café, quoi. Même si elle date de 2019, elle est toujours, je trouve, relativement d'actualité, mais comme je vous le dis, il y a du nouveau qui sort tout le temps, donc évidemment qu'au bout d'un moment, ça va finir par se périmer un petit peu. Donc elle date de 2019, et d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais elle vient du blog de John Hawkes. John Hawkes, qui est un paléoanthropologue connu et reconnu, connu pour ses recherches notamment sur Homo naledi, et il est reconnu aussi pour ses talents de vulgarisateur sur son blog, donc je vous envoie un lien vers vers l'article de blog dans lequel cette infographie est figurée, si vous cherchez à en savoir plus sur la source de cette infographie. Bon, commençons la lecture de ce diagramme, maintenant qu'on a mis en lumière quelques difficultés pour arriver à le lire correctement. Alors, ce diagramme, c'est un diagramme qui nous représente deux choses, une phylogénie, comme vous l'avez compris, mais aussi des événements d'hybridation qui sont représentés par les petits toboggans ici. C'est ce que nous montre la légende là. Des petits toboggans accompagnés généralement, mais pas toujours, d'un chiffre. Ce chiffre, c'est le pourcentage d'ADN qui se retrouve en fait chez les descendants à partir de la lignée qui est en couleur. Donc là, par exemple, cet échange ici entre les super archaïques et les rouges, cet échange a envoyé 3% de gènes super archaïques en vert chez les rouges. Ça nous indique donc la direction aussi de l'échange. C'est les verts qui envoient 3% chez les rouges. Donc ici, c'est les bleus qui envoient 6% vers les jaunes. Donc en l'occurrence, Sapiens qui envoie 6% de ses gènes chez les Néandertals.
Donc ça, déjà, pour lire le diagramme, c'est important de comprendre à quels endroits se trouvent les hybridations. Ici, par exemple, vous avez un croisement, ce n'est pas une hybridation. Voilà. C'est juste une facilité de représentation, ça n'a rien à voir avec une hybridation. Bon. On commence aussi pour lire ce diagramme par où se trouve-t-on ? Comme sur une carte, comme sur un plan, vous êtes en ville, vous essayez de vous retrouver, vous. Alors, Homo sapiens, il est là, c'est le numéro 9. Ici, 9, c'est l'ancêtre en commun de tous les Homo sapiens, et voici ici tous ses descendants, donc tous ces arbres ici, ce sont les descendants d'Homo sapiens. On est à environ 200 000 ans ici, c'est-à-dire l'ancêtre en commun de tous les sapiens anatomiquement modernes. Numéro 7 ici, c'est l'ancêtre en commun de tous les Homo sapiens, y compris les Homo sapiens archaïques. Ça inclut donc le crâne de Djebel Irhoud, qui est le plus ancien Homo sapiens archaïque connu, qui vient du Maroc, et qui est à peu près daté de 300 000 ans. Donc vous voyez, c'est cohérent ici avec l'échelle des temps géologiques. Donc ici, à 200 000 ans, c'est tous les Homo sapiens modernes. C'est l'ancêtre en commun de tous les Homo sapiens dont on arrive aujourd'hui à extraire les gènes. Donc c'est l'ancêtre en commun de toute cette bande bleue ici que vous voyez là. On a différentes branches qui se séparent, et ici vous reconnaîtrez donc la branche qui s'est hybridée avec Néandertal, avec ces fameux 2%. Vous avez certainement entendu parler que Homo sapiens partage entre 2 et 4% de ses gènes avec Néandertal, mais seulement les Homo sapiens qui viennent d'Eurasie et d'Amérique, puisque c'est un événement d'hybridation qui aurait eu lieu à la sortie de l'Afrique, il y a environ entre 100 et 50 000 ans ici, mais bref, il y a eu plusieurs événements de sortie d'Afrique de toute façon, donc il y a eu probablement plusieurs événements d'hybridation à la sortie d'Afrique entre sapiens et Néandertal. C'est le fameux événement d'hybridation entre les Homo sapiens eurasiatiques et futurs américains et Néandertal. Donc c'est ici que ça se passe, et donc ça vous indique que cette branche-là, en fait, ce sont les Homo sapiens qui sont sortis d'Afrique. Donc si vous habitez en Europe, si vous habitez en Afrique du Nord, vous êtes probablement descendant de cette branche-ci d'Homo sapiens qui s'est hybridé avec Néandertal à la sortie d'Afrique. Si vous êtes habitant d'Afrique plus de l'ouest, voire plus au sud, là, vous trouvez peut-être sur une de ces branches-ci, qui sont les autres branches africaines d'Homo sapiens. Et si vous êtes un descendant de Khoisan ou de Pygmée, vous appartenez à cette branche-là, qui est la branche qui est la plus basale de l'espèce humaine. Basale ne veut pas dire primitif. Déjà, on se calme dans les commentaires. Branche basale, divergence basale, ça veut juste dire que les deux branches, cette dichotomie a eu lieu en premier. Mais après, là, il y a autant d'évolutions pour arriver tout en haut de l'arbre. Vous voyez qu'ici, tout ce beau monde-là a survécu et fait partie du pool génétique humain moderne. Donc on se calme. Et tout ça, ça forme Homo sapiens moderne. Maintenant, on remonte à Homo sapiens archaïque, ici, numéro 7. Homo sapiens archaïque, originaire il y a 300 000 ans. À l'époque, Homo sapiens n'avait pas encore de menton et avait encore un gros bourrelet susorbitaire, c'est pour ça qu'on l'appelle archaïque. Et vous avez une dichotomie donc, qui amène à Homo sapiens moderne et à un autre Homo sapiens archaïque ici, marqué numéro 8. Et c'est à ce niveau-là qu'il s'est passé un truc relativement intéressant. Il y a 200 000 ans, on en avait d'ailleurs parlé dans un Paléo News, il y a 200 000 ans, Néandertal a reçu son chromosome Y de Homo sapiens. Homo sapiens qui donc aurait fait une incursion en Europe il y a 200 000 ans, et c'est ce qui avait déjà été suggéré sur la base d'un crâne qui avait été découvert en Grèce. Homo sapiens aurait fait une petite incursion en Europe il y a 200 000 ans, et il aurait refilé donc 6% de ses gènes. Bon, c'est un événement qui est relativement diffus, comme je vous disais, donc c'est peut-être même pas qu'un seul événement, mais il aurait refilé 6% de ses gènes, et surtout, il aurait refilé son chromosome Y à Néandertal. Alors ça veut pas dire que Néandertal avait pas de chromosome Y avant, mais ça veut dire que le chromosome Y de Sapiens a complètement remplacé celui de Néandertal à ce moment-là. Donc c'est vous dire si les populations dont on parle sont des petites populations. Et à ce niveau-là, on a ici écrit Denisova 5 Altaï Néandertal, donc le Néandertal de l'Altaï. Ça ne s'applique pas à Homo sapiens, comme son nom l'indique, ça s'applique à Néandertal, donc à cette branche en jaune ici. Donc il ne faut pas paniquer parce qu'il y a écrit Denisova alors qu'on est normalement dans la branche Homo sapiens. Denisova ici c'est la localité. Ce n'est pas l'espèce Denisova. L'espèce Denisova d'ailleurs n'existe pas, en réalité c'est Homo longi.
Denisova, les Denisoviens, en fait, c'est Homo longi. Denisova, en tant qu'espèce, ça n'existe pas. Denisova, c'est la localité. C'est l'endroit où on trouve les fossiles, c'est la grotte. Donc là, il y a un Néandertal qui a été trouvé dans la grotte de Denisova, et ce nom, Denisova 5, s'applique à cette branche-ci. C'est le Néandertal dont on a extrait les gènes. Ça ne s'applique pas ici à numéro 8. Donc ne paniquez pas si vous voyez écrit Denisova à côté de Homo sapiens ou à côté de Néandertal. Denisova, c'est la localité. Les Denisoviens, vous voyez, c'est écrit ici. Ils appellent bien ça des Denisoviens, avec des beaux guillemets, parce que ce n'est pas le vrai nom de l'espèce. Denisovien, le vrai nom de l'espèce, pour autant qu'on le sache maintenant, c'est Homo longi, c'est l'homme dragon. J'en avais parlé dans une précédente vidéo que je vous mets, pareil, en description. On remonte le temps, donc on était à l'ancêtre en commun de tous les Homo sapiens, modernes et archaïques, et on remonte à l'ancêtre en commun des Denisoviens, de Néandertal et de Homo sapiens, donc ce qu'on appelle classiquement les humains du Pléistocène. Cette appellation d'humain du Pléistocène, c'est quelque chose d'un peu simpliste, évidemment, comme vous le suggère bien ce diagramme, puisque ici vous avez des lignées super archaïques qui vont se maintenir jusqu'à très tard. Des exemples de lignées super archaïques qui se maintiennent jusqu'à très tard, il y en a plein, vous en connaissez. Il y a l'homme de Flores, qui se maintient, qui est en vie jusqu'à il y a 50 000 ans, donc jusque là même, contemporain des Denisoviens et des Néandertals. Et vous avez Homo naledi, qui se maintient jusqu'à 200 000 ans en Afrique. C'est-à-dire que jusqu'à il y a 200 000 ans en Afrique, vous aviez encore une espèce archaïque d'être humain qui n'est pas Homo sapiens. Jusqu'à il y a 200 000 ans, ça veut dire que les premiers Homo sapiens anatomiquement modernes, les premiers vrais ancêtres des populations modernes, ici, que vous voyez en neuf, eh bien, ils ont probablement fréquenté des Homo naledi, donc des petits machins qui étaient probablement plus proches de l'Homo habilis que de quoi que ce soit d'autre. Et Homo erectus, pareil, s'est maintenu jusqu'à très très tard. Il y a certaines personnes qui ont proposé que Homo erectus s'était maintenu jusqu'à il y a 50 000 voire 25 000 ans. La date d'extinction d'Homo erectus en Asie, généralement acceptée, c'est entre 100 000 et 80 000 ans, mais il y en a qui disent que Homo erectus a pu se maintenir jusqu'à 50 voire 20 000 ans. Donc Homo erectus aussi est une de ces lignées super archaïques possibles qui ont pu échanger des gènes avec les homos du Pléistocène classiques, on va dire. Donc ça, là, ce numéro 3, c'est normalement l'ancêtre en commun de ce qu'on appellerait les homos du Pléistocène, les humains du Pléistocène classiques, mais que ça n'occulte pas le fait qu'il y avait d'autres lignées, notamment les super archaïques. Voilà, c'est là où je veux en venir. Et puis, alors avant qu'on aille vers les Denisova et les Néandertals, je veux juste faire un petit arrêt sur cette lignée-là. Je sais pas ce qu'ils ont essayé de faire avec cette lignée-là, parce qu'elle est de la même couleur qu'Homo sapiens, mais c'est pas Homo sapiens, cette lignée. Homo sapiens, c'est clairement identifié comme étant Seth et tous les descendants de Seth. Là, cette lignée, elle diverge à 1, donc au niveau de l'ancêtre commun numéro 1, à 1 million d'années. J'ai aucune idée de ce que c'est. Et je sais pas pourquoi, graphiquement, en fait, ils l'ont pas inclus avec les lignées super archaïques, en fait. Enfin si, c'est parce qu'elle échange plein de gènes avec Homo sapiens. Vous voyez qu'ici, il y a 1, 2, 3, 4 événements d'échange de gènes avec Homo sapiens. C'est une autre lignée super archaïque d'Homo non sapiens africain qui s'est beaucoup hybridée avec Homo sapiens. De fait qu'ils étaient en Afrique. Alors que là, ces autres lignées super archaïques se sont hybridées avec des branches qui étaient plutôt eurasiatiques. Et c'est pour ça, je pense que graphiquement, en fait, ils les ont séparés. Mais normalement, ça devrait être en vert aussi, en fait. Je pense que pour la clarification, ça aurait été mieux de la mettre en vert. Donc, on ne sait pas ce que c'est que cette lignée. Et avant que quelqu'un me demande si c'était les chimpanzés ou pas, non, c'est pas les chimpanzés. La séparation avec les chimpanzés, elle a eu lieu il y a au moins 6 ou 7 millions d'années. Voire même plus que ça. Et d'ailleurs, en réalité, c'est à peu près autour de ce niveau-là, au niveau de cet ancêtre en commun, il y a 1 million d'années, que les changements chromosomiques qui font qu'on n'est plus interfécond avec les chimpanzés ont eu lieu. Donc là, on ne parle que de lignées humaines, ici, dans cet arbre, qui étaient déjà incapables de s'hybrider avec le chimpanzé, précisément parce que leur nombre de chromosomes ne correspondait plus à ceux du chimpanzé.
Donc peut-être ces lignées super archaïques là en vert auraient pu s'hybrider avec le chimpanzé, mais pas cette lignée-ci. Enfin, aucune des lignées qui se trouvent là en mauve, en rouge, en jaune ou en bleu n'aurait pu s'hybrider avec le chimpanzé. Bref, donc je pense que ça, c'est censé représenter une lignée archaïque du genre Homo, mais purement africaine, en fait. Et de fait, elle s'est hybridée exclusivement avec Homo sapiens. Maintenant, parlons des Denisoviens, des Néandertals et de leurs ancêtres. Donc, on a les Denisoviens en mauve, on a les pré-néandertaliens, donc Cima de los Huesos, qui est le seul, donc qui vient d'Espagne, comme son nom l'indique, qui est le seul dont on a pu extraire les gènes, hein, le pré-néandertalien de Cima de los Huesos, qui est probablement Homo antecessor, mais comme je vous l'ai dit, on a aussi du pré-néandertalien, par exemple à Tautavel en France, et les dates ici sont d'environ 400 000 ans, mais on sait qu'on a du pré-néandertalien qui va maintenant jusqu'à plus d'1 million d'années en Espagne et en France. Donc il y a des événements d'hybridation qui ont pu avoir lieu, mais comme pour l'instant on n'en a qu'un seul qui a été séquencé, on n'a pas tous ces événements d'hybridation. Et il y a de ce fait des événements d'hybridation aussi qui ont lieu avec les lignées super archaïques. Donc ces 3% là que vous voyez envoyer des lignées super archaïques jusqu'à l'ancêtre de Néandertal et Denisova, c'est peut-être aussi un Africain, un super archaïque africain comme Homo erectus. Donc en l'occurrence, si c'est l'Erectus africain, c'est aussi ce qu'on appelle Homo ergaster. Donc là, c'est peut-être Homo ergaster qui l'envoie des gènes à l'ancêtre de Néandertal et Denisova avant qu'ils sortent d'Afrique. Peut-être, ou peut-être pas, je ne sais pas. Ou c'est peut-être l'Homo erectus, l'Homo erectus d'Asie, du tout début de la sortie d'Homo erectus, donc ce serait Homo georgicus dans ce cas. Et pareil ici, on a des échanges de gènes qui ont eu lieu qu'avec certains Denisova et une lignée super archaïque. Donc tout ça, ce sont des gènes qu'on ne retrouve que chez les Denisoviens. Là, ici c'est 2%, on ne les retrouve que chez les Denisoviens et même pas chez tous les Denisoviens. Donc la grotte de Denisova est dans les montagnes de l'Altaï, mais vous avez aussi d'autres Denisoviens dont on a retrouvé des traces génétiques chez les populations humaines du Tibet et d'Océanie. Donc c'est ce qui vous est représenté ici par ces autres branches. Les branches de Denisova qui vous sont représentées ici, ce sont les branches du Tibet, d'Océanie, etc., des autres branches asiatiques qui nous montrent qu'en fait la distribution des Denisova était bien plus grande que ce que les seuls fossiles de la grotte de Denisova nous indiquent. Donc on sait qu'on avait du Denisovien au Tibet, on sait qu'on avait du Denisovien en Océanie et en Asie du Sud-Est. Pourquoi ? Parce que ces populations humaines modernes ont reçu, enfin les populations humaines d'Homo sapiens modernes ont reçu des gènes qui leur viennent de Denisova, et exclusivement de Denisova. Donc ça n'a pu être qu'une hybridation locale. Ça n'a pas pu être comme à la sortie d'Afrique ici. Ça n'a pas pu avoir lieu à la sortie d'Afrique et après s'être dispersé et avoir disparu on ne sait trop comment dans d'autres populations humaines. L'explication la plus parcimonieuse, c'est que ils ont reçu ces gènes de Denisoviens de populations de Denisoviens locales. Et ce que vous suggère ce graphe, c'est que ces gènes, d'ailleurs, ont été hérités de populations de Denisoviens différentes. Donc on peut même dire qu'il y avait différentes populations de Denisoviens qui se sont hybridées avec des populations d'Homo sapiens différentes. Donc avec une espèce de cloisonnement géographique qu'on retrouve d'ailleurs encore aujourd'hui dans les populations humaines modernes. On vous montre aussi qu'il y a eu des hybridations entre Denisova et Néandertal. Je pense que cet individu ici, c'est le fameux individu de Denisovien et de Néandertal de première génération qui a été retrouvé il y a quelques années. C'est pas si vieux que ça, c'est 2018 je crois. Donc on a retrouvé un hybride de première génération entre Denisova et Néandertal. Donc quand on a analysé ces gènes, on s'est rendu compte qu'il était 50-50 en fait, il était 50% Néandertal, 50% Denisovien. Donc je pense que c'est cet individu-là qui nous est représenté ici. Et on a pour finir la branche qui mène aux pré-néandertaliens ici et aux néandertals eux-mêmes ici. Vous voyez, avec un ancêtre en commun des néandertaliens qui remonte à il y a seulement 200 000 ans, mais la branche des néandertals qui les relie aux pré-néandertaliens, elle remonte à plus de 500 000 ans, même 600 000 ans. Donc ça, c'est pareil, c'est cohérent avec ce qu'on sait du registre fossile des néandertaliens.
De l'autre côté, on a Denisova qui est originaire à 400 000 ans. Bon, c'est une date. C'est une date. On n'a pas vraiment de très bonne date pour l'origine des Denisoviens. Donc là, il nous en propose une qui est probablement basée sur l'horloge moléculaire, puisque c'est un arbre basé sur l'ADN. Ça demande des fossiles pour le confirmer. Mais vous voyez que les fossiles de Denisova eux-mêmes, donc les fossiles de la grotte de Denisova eux-mêmes, ils sont tous à peu près au même endroit. Vous avez Denisova 3, Denisova 11, Denisova 5. Ils sont tous à moins de 100 000 ans. Ils sont tous autour de 50-60 000 ans. Mais on a possiblement une origine de Denisova beaucoup plus ancienne, surtout sachant que Denisova a un ancêtre en commun avec les Néandertals, et que cet ancêtre en commun doit être de fait plus vieux que les plus vieux pré-néandertaliens qu'on connaisse, c'est-à-dire autour de 500-600 000 ans. Donc on a au moins une origine des Denisoviens à 600 000 ans. La question c'est, est-ce que les Denisoviens sont originaires d'Afrique et se sont ensuite dispersés en Asie, ou est-ce que les Denisoviens et les Néandertaliens l'ancêtre en commun des Denisoviens et des Néandertaliens sont d'abord sortis d'Afrique et sont ensuite séparés, une branche partant en Europe et donnant les Néandertaliens, et une branche partant en Asie et donnant les Denisoviens. Ça, pour l'instant, on ne le sait pas. Donc cette branche des Néandertaliens, qui commence à environ 500-600 000 ans, et après on a les vrais Néandertaliens, les Néandertaliens à anatomie typique néandertalienne, ce qu'on vous a appris à l'école sur l'anatomie typique des Néandertals, ça commence à environ 200 000 ans, et ils sont ici, et ils s'éteignent évidemment à environ 40 000 ans, comme on vous l'a appris. Enfin, peut-être même plus tard que ça d'ailleurs. Mais bref. Ces Néandertaliens, ils sont ici. Vous avez d'ailleurs celui de la grotte Mandrin ici, donc il y a même un Néandertalien français. Il n'y a pas que des Néandertaliens de l'Est, il y a aussi un Néandertalien de l'Ouest. Et on vous montre leur structure génétique, qui de part a été parasitée, comme je vous l'avais dit, par les Homo sapiens qui ont fait une petite incursion il y a 200 000 ans en Europe, apparemment. Ce serait la première sortie d'Afrique complètement échouée. Il y a eu beaucoup de... Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais il y a effectivement eu beaucoup de sorties d'Afrique avortées chez Homo sapiens. On sait, notamment à ce niveau-là, là je vous avais parlé de l'échange où il y a 2 à 4% du génome qui s'est échangé. C'est en fait un événement, il y a eu 2 événements de dispersion. Il y en a un premier qui a foiré, il y en a un autre qui a marché. Donc un premier à environ 100 000 ans et un deuxième à environ 80 000 ans. Ici, on avait déjà un événement qui avait foiré à environ 200 000 ans apparemment. Donc il y a eu pas mal de tentatives de sortie d'Afrique qui n'ont pas fonctionné avant que Sapiens finisse par sortir d'Afrique. Qu'est-ce qui a changé entre deux ? Bonne question, je crois que personne ne le sait. Il y a certainement beaucoup de personnes qui en parlent, mais il y a certainement très peu de personnes qui le savent réellement. Donc la grosse idée de ce diagramme, c'est de montrer qu'en fait, tout ça, c'était probablement des populations qui étaient capables d'avoir qui étaient définitivement capables d'avoir des relations sexuelles, mais surtout de s'échanger des gènes pendant ces relations sexuelles, c'est-à-dire d'avoir des enfants fertiles. Par exemple, entre Néandertal et Sapiens, on sait que ça marchait plus dans le sens mâle Sapiens, femelle Néandertal que l'inverse. Ça, c'est des analyses génétiques qui ont montré qu'il y avait quand même des barrières génétiques entre Néandertal et Sapiens qui se sont mis en place, et ça va de pair avec des barrières géographiques qui étaient bien physiques et existantes entre ces populations. C'est pas pour rien que les Denisoviens sont surtout en Asie, les Néandertaliens surtout en Europe et un peu dans le Levant, et les Sapiens surtout en Afrique. Il y a vraiment des barrières géographiques qui, par dérive génétique et mutation, ont donné de vraies barrières génétiques entre ces populations. Donc faut pas non plus prendre cette infographie pour la preuve que tout ça c'était la même espèce et que tout ça c'est la même chose et que tout le monde s'hybride dans tous les sens possibles, etc. Il y a quand même des barrières génétiques réelles et qui se reflètent d'ailleurs sur la morphologie. Toutes ces espèces sont morphologiquement distinctes. Homo longhi est distinct de Homo neanderthalensis, qui est distinct de Homo sapiens. Donc ces échanges génétiques, comme vous voyez, d'après ces chiffres, restent quand même relativement minimes. Et donc ça montre qu'en fait, tous les êtres humains modernes sont très 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 majoritairement d'origine africaine. Même s'il y a pu y avoir des hybridations, des événements mineurs d'hybridation locale. Voilà, j'espère que ça a clarifié tous les messages contenus dans cette infographie. Je vous dis à très bientôt sur notre chaîne. Salut!